Il y a beaucoup de travailleurs qui souffrent Oui, énormément oui, au boulot. oui, Les gens sont là, ils se réveillent le matin, mais ils n'ont pas envie d'aller au travail, hein. Pas du tout. Ils n'ont pas j'ai envie déjà d'aller au vécu boulot. ça. J'ai Sérieusement? déjà vécu ça. Là, tu passes dans mon cabinet. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis Abel ou Abelito et vous connaissez très bien la chanson. Nous sommes dans le podcast Echo. Alors, aujourd'hui, la question sur l'orientation professionnelle. L'orientation et le bien-être des employés dans les entreprises font partie des grandes questions de notre société aujourd'hui. Et pour répondre à ces questions dont tout le monde se pose, et je suppose que toi aussi qui regardes cette vidéo, tu as déjà été touché par ces questions. Enfin, qu'est-ce que je vais devenir? Quelle est ma profession? Quel travail je suis censé faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure version de moi-même, tant professionnellement et tant mentalement? Alors, pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité sur ce plateau aujourd'hui une personne très qualifiée, expérimentée, qui va nous parler un peu déjà de sa profession, qui il est, son parcours et pourquoi pas nous donner des astuces sur comment choisir le boulot de ses rêves et être épanoui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, alors tu attends quoi? N'hésite pas à t'abonner, à laisser un like, un commentaire et surtout de le partager avec un maximum de personnes. Vous savez, tant vous faites ça, tant ça nous aide à propulser encore notre vision de cette chaîne encore plus loin. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, il y a un monsieur que vous avez remarqué qui est là. Bonne arrivée. Merci. En tout cas, ça fait plaisir de venir dans le studio Echo. C'est vrai, chaque jour on est scotché à nos smartphones Oui, oui. et on va sur YouTube, on tombe sur un magnifique podcast. En tout cas, merci quand En même. tout cas, félicitations et chapeau pour tout le travail que tu fais. Je Merci. crois que notre génération a besoin de ça, de ces créateurs de contenu qui arrivent à partager des contenus de qualité. Ouais. Ouais. Donc, suivez Echo. Déjà, bonne arrivée. Merci Merci. de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui. C'est un plaisir. Et bon, déjà, comment vous allez? Très bien, Vous avez passé une c'est bonne la semaine? pêche. Ouais, bonne semaine et bah, on se plaint pas. Ouais, La vie est belle. la vie est belle vraiment. On continue d'avoir espoir à un lendemain meilleur. C'est ça. C'est très important. Ouais. C'est très important. Donc, Alors, voilà un peu. déjà, vous allez vous présenter parce qu'il y a des gens qui me regardent. C'est qui ce bel homme? Mais on ne le connaît pas. Donc, Bel homme, je suis flatté là. donc il va se présenter, qui il est, ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Et voilà. Alors, moi, je suis Kevin Mauseda, psychologue du travail et je suis également blogueur sur mon psychomag et j'accompagne les travailleurs dans leur quête de bien-être, Oui, les entreprises dans l'instauration d'un bon climat de travail et voilà de manière résumée ce que je fais au quotidien. ouais. Donc, Voilà. Donc, d'abord, aider les travailleurs sur tout ce qui est lié à la prévention du stress, ouais. euh, de, du burn-out, de l'épuisement professionnel et aider les entreprises aussi à mettre en place un bon climat de travail. Voilà. D'accord. Dommage aujourd'hui, il y a beaucoup de travailleurs qui souffrent Ouais. énormément Oui, au boulot. oui, Les gens sont là, ils se réveillent le matin, mais ils n'ont pas envie d'aller au travail, hein. Pas du tout. Ils n'ont pas j'ai envie déjà d'aller. vécu ça. J'ai Sérieusement? déjà vécu ça. Là, tu passes dans mon cabinet. Donc, Oui, on en rit, mais c'est une triste réalité. oui, oui. Les gens se lèvent, ils n'ont pas envie d'aller au boulot, mais la seule chose qui les retient, bah, tu le sais, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Parce que s'il n'y va pas,
Est-ce qu'on va Il dire? fait comment pour d'abord se nourrir et nourrir le bataillon qu'il traîne derrière. Voilà. Donc, Donc, on est là pour ça. Et en tout cas, on remercie Dieu pour les personnes qui arrivent quand même à trouver satisfaction par rapport à nos accompagnements ouais. et les entreprises qui nous font confiance aussi. Donc, pour ceux qui nous suivent et qui aimeraient bien aussi se faire accompagner, bah, ne Je marquez vais, pas le pas sur je place. vais laisser le lien de leurs différentes pages et de même que leur numéro de téléphone sur la vidéo. Si vous allez voir, vous pouvez directement les contacter si vous avez besoin d'aide. Enfin, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place dans le cabinet Mon Psychomac. Donc, en fait, tout à l'heure, vous disiez que vous êtes psychologue de travail et tout. Enfin, c'est vrai que nous sommes dans une société où, enfin, quand on dit vous êtes psychologue, ça renvoie directement à, ah Ouais, oui, adabateur, ouais, c'est voilà, ça, c'est c'est ce que ça. les gens ont l'habitude de dire. Alors, enfin, psychologue de travail, c'est quoi exactement en fait? Bon, déjà, c'est quoi un psychologue? Parce que on veut comprendre en fait le mot psychologue. Oui, Donc, c'est quoi un peu un psychologue? d'accord. Abel, psychologue, c'est vrai que quand on dit psychologue tout à l'heure, ce qui résonne dans la mentalité de l'Africain, c'est celui qui traite les malades mentaux. C'est-à-dire que Ameke Dana Adabavedo. Voilà, Si je me suis bien exprimé, en effet, ça. c'est ça. Voilà. Alors que ce n'est pas le cas. C'est la fausse compréhension qu'on a eue ou bien que la société nous a donnée sur le métier de psychologue. Ouais. Ouais. Alors, Faut, faut dire aussi que c'est parce que au fil du temps, on sommes en Afrique. Donc, on n'a pas cette habitude de rencontrer des gens qui soignent les gens mentalement. Et quand la situation se pose, c'est dans le cas où il y a les personnes qui sont, bon, on va pas dire fous, mais qui sont un ouais, les malades peu, mentaux. voilà. Donc, c'est dans ce cas où on voit que les psychologues. C'est pour ça, bon, c'est pas que j'essaie de justifier, mais c'est pour ça, cette vision de voir le psychologue est marquée, en fait, dans la tête de Oui, l'Africain ou du Togolais, enfin, je sais pas, que l'homme est psychologue, voilà. Adabaye. Ah, attends, oui. Oui. Alors que ce n'est pas le cas. Oui, Le fait de traiter les malades mentaux, ce n'est qu'une partie de, de ce que la psychologie peut faire de manière générale. Alors, donc, je vais revenir sur la définition même de la psychologie. La psychologie, c'est l'étude du comportement humain, tout simplement comme ça. tout simplement. Ah, Étudier le comportement. Et quand on étudie le comportement humain, le psychologue est là, d'abord, après étude, décrire ce comportement. Ça, c'est le premier aspect. Expliquer le comportement. Donc, vous voyez quelqu'un qui chaque matin doit prendre de l'alcool avant d'aller au boulot. C'est un comportement. Mais que le commun des mortels peut ne pas comprendre. Pourquoi il fait ça? Donc, la psychologie peut aider à étudier ce comportement, le décrire et l'expliquer. Il boit de l'alcool parce que dans son histoire de vie, il y a eu tel qui s'est passé ouais. et qui a provoqué ce comportement chez lui. Est-ce que les gens ne comprennent pas malheureusement? Voilà ce que la psychologie peut aider à faire. Donc, je parlais d'étudier le comportement, le décrire, l'expliquer pour qu'on puisse le comprendre. Donc, je tombe sur le troisième élément, comprendre le comportement. Ok. Et quand on comprend un comportement, on peut le prédire. La psychologie peut aider justement à prédire un comportement. Wow. Et
on a l'application de cette prédiction du comportement dans beaucoup de domaines. Vous prenez par exemple le marketing. Oui. On utilise la psychologie dans le marketing pour prédire le comportement du consommateur. Ouais, ça, c'est un truc qu'on a fait beaucoup à l'école. Hein. Et quand un psychologue applique les théories de la psychologie dans le marketing, est-ce que ça a trait à la maladie mentale? Ok. Non. Oui, 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 je vois. Donc, la psychologie peut aider à prédire un comportement. Parce qu'on sait que le comportement, c'est le résultat de stimulus sur un organisme. Alors, on peut se dire, si j'envoie ce stimulus, l'organisme va donner telle réaction. Tout à l'heure, si je dis, bah, Abel, vous avez un magnifique studio, vous voyez, vous êtes en train de, vous êtes content. Ouais, je vois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un stimulus Voilà. chez vous. Et ça a provoqué Réaction. une réaction que nous allons appeler comportement. Donc, la psychologie peut aider à prédire un comportement. Parce que nous étudions l'être humain. On sait qu'est-ce qui peut provoquer ça chez l'être humain, qu'est-ce qui peut ne pas provoquer ça chez l'être humain. Et ça, ce n'est que le domaine du marketing. Donc, si je comprends bien, la psychologie s'applique dans tous les domaines, en fait. Alors, partout où il y a les individus, il y a besoin de psychologie. On peut faire la psychologie. Wow. La psychologie peut s'appliquer dans le marketing, dans le domaine médical, dans le sport, bref, dans la musique. Est-ce que tu sais que on utilise les théories de la psychologie pour produire la musique? Ça, je ne m'y connais pas vraiment là-dedans. Oui, j'ai déjà eu les artistes de haut niveau utilisent des théories psychologiques dans leur musique. Et ils insèrent des messages que nous appelons des messages subliminaux qui agissent sur le mental de l'être humain. Ce qui fait que un artiste qui maîtrise la psychologie de l'homme, quand il va au studio, il compose sa chanson. Après tout, les gens vont se dire, alors mais allez Sagbedo. Oui, je suis sérieux. Oui, je comprends. Un Sagbedo, il a su utiliser les codes qui peuvent agir sur votre subconscient et vous allez aimer la chanson sans le vouloir. Il vous a manipulé dans la chanson. Combien de fois vous n'avez pas aimé des chansons qu'au départ, vous vous dites et Hakel Bani Hayama. Mais à force de l'écouter, voilà, à force d'être au contact de cette musique, ça agit sur vous. Wow. Donc, vous voyez jusqu'où la psychologie peut aider notre société ou bien jusqu'où les applications de la psychologie peuvent aller. Donc, ça n'a rien à voir avec la maladie mentale. Donc, pour résumer, la psychologie, c'est l'étude du comportement humain. Et quand on étudie, on peut décrire ce comportement. On peut l'expliquer, on peut le comprendre et on peut le prédire. Ouais. Mais d'accord. On peut prédire le comportement. D'accord. Mais voilà de manière générale ce que la psychologie fait. Oui. Et quand nous allons rentrer maintenant dans les applications, selon chaque domaine, c'est la même chose. Oui. Moi, je suis psychologue du travail. Et quand je rentre dans une entreprise, quand il s'agit, par exemple, d'aider les travailleurs à gérer le stress, tout d'abord, il y aura un comportement que nous allons observer. Soit les travailleurs qui prennent du café chaque moment. Ouais. Ou bien, ils viennent en retard au boulot. Ça, c'est un comportement qui est observable.
ou bien les gens ne se parlent pas dans l'entreprise. Ce sont des comportements qu'on va observer. Vous rentrez dans un bureau, vous faites peut-être toute la matinée, mais tous ceux qui sont dans le bureau ne vont pas se parler. C'est bien dommage, hein. Très, très. Ça, c'est un comportement qu'on peut observer. Alors, nous allons partir à l'étude de ce comportement. Qu'est-ce qui se passe? Et nous allons découvrir les causes de ce comportement, ce qui a entraîné ces réactions chez les travailleurs. Ça peut être lié à une mauvaise organisation du travail. Ça peut être lié à une mauvaise répartition des tâches. Oui. Vous avez confié des rôles aux gens qui n'ont pas la compétence de la chose pour laquelle vous leur demandez de faire tel ou tel travail. Ils ne pourront pas s'en sortir. Ou encore, il y a un climat de méfiance dans l'entreprise. Les gens ont peur. Les gens ont peur du lendemain. Est-ce que DG Mava Nyam Vivia? Voilà, c'est Et justement, ça crée la peur. c'est justement la question que je voulais poser. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, bon, quand on confie des tâches aux gens, on voit qu'ils ne, bon, c'est pas des, ils ne le font pas bien. Soit, on ne sait pas comment dire. Les douaniers, Ouais. allô, Et donc, et on a voilà. une compétence, enfin, excusez-moi, hein, ce n'est pas la compétence, enfin, ils n'ont pas la compétence requise pour le travail qu'on leur demande. Voilà. Non, mais c'est un travail que, bon, quand, donc si je comprends bien, le psychologue de travail, il est là. Parce que, il y a des choses, les constats que vous pouvez faire. Parce que, bon, quand je dis comme ça, moi, j'ai déjà travaillé en entreprise et tout ça là. Il y a des constats que vous pouvez faire. Mais, parce que, euh, c'est toujours ça, en fait, la peur que votre boss vous licencie Ouais. et quelqu'un, c'est-à-dire que ça va envoyer des avantages, en fait. C'est cette peur-là qui fait que des fois, vous pouvez voir des gens qui sont en train de travailler. En fait, là, il y a la nonchalance, en fait, dans le travail. La nonchalance, c'est-à-dire, il n'y a pas l'envie de travailler, mais on le fait quand même. Ah, mais allez, pourquoi? Voilà. Et c'est un truc qui, Donc, désolé de le dire comme ça, mais qui est présent dans toutes les oui, entreprises. c'est Majoritairement. dommage. Majoritairement. Donc, Dommage. si je comprends bien, c'est vous les psychologues qui, enfin, l'entreprise vous invite. Bon, enfin, déjà une question en avance. Est-ce que vous travaillez en entreprise ou bien l'entreprise vous convoque particulièrement pour une tâche? Alors, il faut dire que dans les entreprises, je dirais, de haut niveau, Ouais. ou sous des cieux où voilà, les choses sont bien organisées, il y a le psychologue du travail dans l'entreprise. C'est-à-dire, il fait partie des employés, quoi. Exactement. Maintenant, le psychologue du travail peut intervenir à titre de consultant également. Ok. Donc, ça fait les deux, en fait. Ouais. Vous Ok. pouvez venir faire un consulting, aider les travailleurs, faire une intervention. Parti. D'accord. Déjà, quand vous parlez, on sent que vous avez l'expérience, vous connaissez un peu de quoi, de quoi on est en train de parler, vous maîtrisez vraiment tout ça là. Ben, ça renvoie à une petite question parce que, enfin, on est beaucoup, en tout cas, moi, je suis jeune, vous êtes jeune, il y en a tellement de jeunes qui se posent des questions sur, enfin, qu'est-ce que je vais devenir demain? Enfin, la peur du lendemain parce ils doutent, en fait, de ce qu'ils ont envie d'être. Déjà, ils savent pas. Ils sont perdus. Voilà, ils sont Ils perdus. sont perdus. Tellement. Ouais. Moi-même, J'en ai rencontré voilà. beaucoup. Vous particulièrement, est-ce que déjà vous saviez en fait que c'est ce que vous allez faire de votre vie? Alors, dire que je savais exactement ce que j'allais faire de ma vie, ça serait peut-être à un âge donné. Oui. En tout cas, si je prends le cours primaire, collège, tout ça, voilà, je ne me suis jamais vu au cours primaire être psychologue.
Moi, j'allais à l'école, je fréquentais. La seule chose que je savais, c'est que je veux obtenir mes diplômes et travailler un jour. Voilà. Mais j'avais quand même une idée de là où j'allais. Et je pense que c'est ce qui est nécessaire. Du moment où nous fréquentons, que ce soit au cours primaire, au collège, au lycée, à l'université, on fréquente, mais on ne sait pas là où ces études nous amènent. Ce serait mieux même de ne pas aller. Je suis tenté de Mais, le dire comme ça. mais, parce que, non, parce que, il y en a qui, dès le bas âge, ils savent ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent faire. Il y en a, enfin, ils y vont pour y aller, en fait. Mais on peut pas se dire, n'y va pas si tu sais pas ce que tu es allé chercher. Alors, je t'explique. Est-ce que tu peux te lever là, ok, et dire, bon, j'achète un billet, je prends un vol, et puis je vais quelque part, sans connaître la destination? Non, mais quand on le dit comme ça, c'est bien trop au top level. Non, Parce mais c'est que, la même oui, chose. parce que jeune, c'est-à-dire un enfant qu'on met à l'école au cours primaire, il y va parce que les parents lui demandent d'aller à l'école. Oui. Il grandit, il a le CPD, il va, parce que déjà, il se dit, bon, enfin, c'est une responsabilité, ça devient une responsabilité, en fait, venant de ses parents et tout ça là. Donc, on peut pas leur dire, OK, les parents ne peuvent pas dire aux enfants, va pas à l'école si tu sais pas ce que tu veux faire. Vous savez que sous d'autres cieux, les enfants déjà au cours primaire, ils savent que je vais devenir footballeur. Je vais devenir ingénieur dans tel domaine. Je vais devenir médecin. Et dès le bas âge, la famille s'organise pour. Ça permet à l'enfant déjà de se donner les moyens, d'être dans les conditions qui vont lui permettre de réaliser demain ce rêve. Le métier, ça se construit. Oui. Et c'est pour ça que je dis, quand les gens ne continuent pas à aller à l'école, les gens ne continuent pas à se former, sans savoir où est-ce que cette formation va les amener exactement. Je suis désolé, hein, mais ils se préparent pour un chômage dangereux. Est-ce que vous écoutez? Non, Non. un chômage dangereux. Oui. Peut-être que je vais répéter ça même en EV. Oui, pourquoi pas? Si je peux y arriver, bien sûr. En tout cas, moi, j'ai compris. Bon, je ne sais pas si je peux. Si oui, ils sont mais dangereux. Non, je vais essayer. C'est-à-dire que nini les isuku, alors ni les formations les, ni les tutulo les, ni de la nya, fike, nene benu le plomi. Voilà. Parce que, Amérique de si t'es bébé, m'a aller en formation de couture. Bon, il a bien une fike formation à l'école soleil. Ok. Il fait la couture, il sait que à la fin de cette formation, j'ai là, maintenant ton pantalon. Il le sait. Mais je vais te donner cet exercice. Pioche 2 ou 3 étudiants. Oui. Prends n'importe quelle faculté. Pose-leur la question. Cette formation que vous êtes en train de faire, c'est pour devenir quoi exactement? Pour faire quel travail exactement? Et si Dieu le permet, dans un autre podcast, on en parlera. Ok. D'accord. Ils sont incapables de te dire exactement pourquoi il est en train de faire cette filière. Oui, c'est un truc qui est beaucoup Et présent. c'est dangereux. Ça veut dire qu'il va finir sa formation et c'est là qu'il va commencer par réfléchir.
Cette formation que je viens de faire, ça va me permettre de faire quel travail? C'est pas normal. Beaucoup, c'est le suivisme. Et c'est pas normal. C'est le suivisme. C'est pas normal. Ça voudra dire que si on prend un étudiant qui va dans une formation sans savoir pourquoi il fait la formation, 2, 3, 4, 5, 1000, 10 000 étudiants qui ne savent pas où ils vont, on a 10 000 chômeurs gratuitement. Alors que quand on parle d'employabilité, quand on parle de travail, je dirais même que aujourd'hui, cette notion d'employabilité doit changer. Ça doit changer parce que le travail n'existe pas quelque part et quelqu'un va nous le donner. D'où l'entrepreneuriat. C'est ça. Pas nécessairement l'entrepreneuriat, mais sur le marché du travail aujourd'hui, pour intervenir dans plusieurs formations d'employabilité, j'ai l'habitude de dire aux gens que sur le marché du travail, ce n'est pas pour rien qu'il y a la notion de marché. Sur un marché, il y a quelque chose qu'on vend. Et ce qui se vend sur un marché du travail, c'est la compétence. Donc, tant que tu as la compétence sur un marché du travail et tu arrives à vendre cette compétence, on va l'acheter. Mais quand tu te formes, d'abord, c'est toi qui ne sais pas ce que tu vas faire avec cette formation. Tu vas finir ta formation, mais tu seras d'abord inconscient des compétences que tu peux avoir. Ça voudra dire que tu veux aller sur un marché sans la marchandise. Parce que sur le marché du travail, il faut venir avec quoi? La compétence. Parce que c'est la compétence qui sera vendue. Et non seulement il faut avoir la compétence, mais il faut savoir vendre. Parce que sur un marché, les gens ont des produits, mais ceux qui n'arrivent pas à vendre ce produit, ils ne trouvent pas gain de cause. D'où ma question. Parce que, oui, vous parlez tout à l'heure de compétences. Pour avoir la compétence, pour pouvoir vendre. Ça, c'est dans le domaine professionnel. Il y a des gens, en fait, qui, dès le bas âge, ils ont, en fait, comment dire, ils ont, comment dire, ils savent, Talent, ouais, non, oui, c'est-à-dire, ils cultivent, en fait, cette compétence, une compétence, enfin, lambda comme ça, que peut-être déjà très jeunes, ils sont conscients de cette compétence et ils travaillent dessus. travailler ça. On parlait tout à l'heure des jeunes qui sont à l'université et qui, même en troisième, après un doctorat, même savent pas ce qu'ils vont Ils faire ne de savent leur pas, vie. ils ne savent pas. Tout récemment, j'ai reçu même un Des étudiant de fois, c'est master. pas forcément, Il ne sait pas ce qu'il va faire avec son master. c'est pas forcément de leur faute, en fait. C'est pas forcément de leur faute. Je le dis comme ça, mais parce que on grandit. Moi-même, après le bac, je te jure, je ne savais pas ce que j'allais faire. Après le bac, je savais pas ce que j'allais faire. Je me suis, enfin, De orienté. réorientation en réorientation. Oui, c'est ça. Je me suis orienté dans une formation comme ça, dans laquelle j'ai travaillé. Bon, enfin, moi, je suis quelqu'un, quand je m'y mets, bon, même si ça ne me passionne pas, je fais tout pour que ça Ouais, aboutisse quand c'est même. ça. Mais avoir cette passion, cette compétence et le faire avec cœur, c'est très rare. Ouais. D'où ma question actuelle. Comment, en fait, savoir, comment orienter, en fait, ses compétences dès le bas âge, ou bien même adulte, comment savoir ce qui est réellement fait pour moi? Alors, c'est pertinent ce que tu viens de soulever. C'est un peu compliqué pour la génération, notre génération, parce que il y a beaucoup d'éléments qui font que on n'arrive pas à justement se poser et faire un projet. Déjà, combien de familles arrivent à travailler sur le projet d'études de leur enfant?
le projet professionnel Si on de prend, leur si, enfant. si on prend sur 100, on peut avoir peut-être 5, hein. Les parents font des enfants. Et une kebela va nier un quinton. Non, ça ne devait pas être le cas. Et les enfants se perdent. Donc, c'est aussi l'occasion de sensibiliser ou bien de faire un appel à l'action des parents, de quand même se poser et de réfléchir avec les enfants sur ce qu'ils vont faire plus tard. Moi, par exemple, mon orientation s'est faite avec ma famille. On n'aura pas forcément les experts partout. Ça existe. L'État, par exemple, a mis en place des structures qui accompagnent les élèves dans l'orientation. Mais soyons conscients que on ne peut pas avoir des experts pour chaque famille. Et c'est justement à ce niveau que chaque parent doit se donner cette responsabilité d'être présent avec l'enfant et de l'aider à réfléchir, à voir le pour et le contre. Bon, si tu fais ça, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu peux faire quoi avec ça? Toi-même, qu'est-ce que tu aimes faire? Bon, ok, allons chercher. Ça doit être un travail d'ensemble avec les enfants pour les aider. C'est bien beau de le dire, hein, parce que pour nous, notre part, sommes nés dans une famille africaine. En fait, c'est comme quand on parle d'Africains, famille africaine, les gens n'ont pas en fait c'est-à-dire cette vision en fait de ce que c'est une famille chrétienne, une famille africaine. C'est-à-dire une famille peut avoir 5, 6, 7 enfants. Ouais. Mais comment Voire même plus. plus des dizaines? Ouais. Mais comment aider chacun d'entre eux à se monter? Quand je dis, c'est beaucoup plus facile pour les gens qui ont 2 enfants, 3 enfants. Là, les parents ont plus le temps, en fait, de se concentrer sur peut-être une personne en attendant que l'autre grandisse. Mais une famille où, PDVO, quoi. Il y a Ah. 10, 15 personnes, c'est pas évident, en fait. Ouais. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, Ils sont laissés pour compte. Et voilà, c'est dommage. Mais on ne peut rien, malheureusement. Malheureusement. Et puis, il y a un autre aspect aussi que j'aimerais souligner. C'est c'est le langage que les parents tiennent devant les enfants. OK? Il y a de cela peut-être, enfin, si on prend le temps des indépendances et tout, on avait besoin de la main-d'œuvre dans les administrations. On est d'accord? Peu de personnes comprenaient la langue des Occidentaux. Et donc, ceux qui peuvent travailler dans l'administration doivent être des gens qui maîtrisent la langue occidentale. N'est-ce pas? Du coup, nous, tu as un CPD, tu as un BPC, tu peux travailler. N'est-ce pas? Oui. Mais aujourd'hui, Je pense que cette mentalité. cette même stratégie ne peut plus marcher. Ok. Oui. Il ne suffit plus de faire un CPD, un BPC, un bac, et puis tu vas trouver forcément. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce niveau. Donc, le langage des parents, je pense que ça doit changer. Et c'est ça même qui fait que, à l'époque, on disait aux enfants, Yisuku na wo yovo do. Voilà. C'est-à-dire, nous, bien Yisuku quoi, on l'a yovo do. High school avec nos bureaux. Et ça marchait à l'époque. Nous, Yisuku, on l'a yovo do. Mais aujourd'hui, il y a Yisuku quoi yovo do. On l'a fait Yisuku, mais on m'a yovo do. Et quand les parents vont continuer par faire croire aux enfants qu'il faut aller à l'école pour réussir, ça leur donne l'impression comme si, une fois que je réussis à l'école, je vais réussir ma vie. C'est faux. Réussir à l'école n'est pas synonyme de réussir sa vie. Du coup,
Ça rend compliqué l'insertion à la génération actuelle. Parce qu'on les a formatés dès le bas âge. Va à l'école pour réussir. Va à l'école pour réussir. Quand tu vas à l'école, tu vas trouver du travail. On est d'accord. Donc, du coup, dans le subconscient de l'élève, il se dit, je vais réussir à l'école. Je vais avoir 17. Je vais avoir 18. Il a fait ça. Il l'a très bien fait d'ailleurs. C'est quoi la finalité? La finalité, c'est quoi? Il se rend compte que ce pourquoi on m'a dit d'aller à l'école, je l'ai fait, mais je ne l'obtiens pas. Donc, le discours doit changer. On ne va pas à l'école pour travailler systématiquement dans un bureau. Mais si le On va à l'école pour apprendre quelque chose et savoir transformer cette connaissance en compétence. On ne va pas à l'école pour systématiquement, après les diplômes, travailler dans un bureau. Ça n'existe pas. Ou bien cette stratégie ne va plus marcher aujourd'hui. En tout cas, selon moi. Non, mais c'est pas On doit aller à l'école, c'est une réalité qui apprendre une connaissance, savoir transformer cette connaissance en compétence. Et quand on a transformé cette connaissance en compétence, on peut vendre cette compétence à quelqu'un. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin, si on arrive à comprendre ça comme ça, on aura une nouvelle génération. On aura une nouvelle façon d'aller à l'école. On va aller à l'école et apprendre des choses et se poser la question. Ce que l'enseignant me donne là, comment je vais transformer ça en compétence un jour et mettre ça en pratique dans la société? Quand on me dit A plus B égale AB, quand on me dit identité remarquable, quand on me dit racine carrée 2, quelle est la finalité en fait? Quelle est la finalité? Donc, quand le langage change, l'élève qui apprend ça, il commence déjà par se poser la question. Ces connaissances-là, comment je vais les utiliser? Comment je vais les utiliser un jour pour pouvoir apporter une valeur dans la société? Et quand tu as ça, tu as la connaissance, tu arrives à transformer ta connaissance en compétence, tu as quelque chose en main que tu peux apporter aux gens. Et on va te chercher. Et quand tu vas, tu fais ça, là, tu prends l'argent en retour. On n'aura plus des diplômés qui vont rester là les bras croisés et attendre que quelqu'un les appelle un jour. J'avais vu, entre-temps, sur les réseaux sociaux, il y a eu les doctorants d'un pays qui criaient qu'on ne leur trouve pas du boulot. Doctorants, ou bien les docteurs, qui crient qu'on ne leur trouve pas du boulot. Un docteur, c'est qui? Quelqu'un qui a fait un bac plus 7 en avant. Donc, le docteur dit, je suis allé à l'école, j'ai appris des choses, j'ai eu des connaissances et j'attends qu'on m'appelle quelque part. Donc, ces connaissances-là ne lui permettent pas de faire quelque chose. Et il doit forcément attendre. On ne va pas les accuser parce qu'à quelque part, c'est le discours aussi De la de société. la société envers eux. C'est pourquoi je pense que ce discours doit changer. Et ça doit commencer par nous, Oui. Parce que j'allais cette, dire, cette génération actuelle. on doit déjà l'inculquer Oui. dans notre savoir-vivre. Et Ne l'inculquer en plus fait. dire aux enfants que va à l'école pour travailler forcément. Non. On va à l'école pour apprendre une compétence. Est-ce que les une diplômes sont connaissance. indispensables pour un meilleur avenir? Non, non, juste une question banale comme ça. Non, c'est banal, mais c'est une question vraiment délicate. Moi, personnellement, je dirais que les diplômes sont importants, mais pas que. Il faut la compétence aussi. Le diplôme seul ne suffit pas. La compétence seule aussi ne suffit pas. Donc, Les deux vont de pair. Pourquoi ne pas tout simplement dire, ben, il faut juste avoir les bases
Et les compétences, c'est savoir. Alors, Et quand je parle de base, c'est avoir les compétences. oui. Alors, la fois dernière, il y a une collègue qui m'a posé justement la même question. Et elle me disait, mais Kevin, tu es psychologue du travail. Tu ne penses pas que, en réalité, dans le monde du travail, on a juste besoin que de la compétence et que les diplômes ne sont pas nécessaires? Je dis, ah, la réflexion, elle est belle. Tu poses une réflexion philosophique. Mais en même temps, je lui ai dit, c'est bien beau. On pense. On pense que la compétence seule, ça suffit. Parce qu'il suffit juste de savoir faire. Alors, je lui ai demandé, supposons que tu crées ton entreprise et tu cherches un responsable marketing. Tu veux recruter. On est d'accord? Oui. Certainement qu'il y a des gens qui savent faire le marketing, mais peut-être ils n'ont pas le diplôme du marketing. On est d'accord? Oui. Il y en a aussi qui ont le diplôme, mais Ok. qui ne savent pas faire. On est d'accord? Alors, maintenant, toi, tu veux recruter. Et dans un troisième temps, il y a ceux qui ont le diplôme et ceux qui savent faire aussi. Dans tout ce lot-là, comment toi, chef d'entreprise, comment toi tu fais pour te rassurer que tu as la bonne personne? Ouais, bon, je pense que la réponse sera la même partout, hein. La personne qui a les compétences et qui a le diplôme, c'est les deux Alors, combinés. donc du coup, les diplômes sont importants parce que dans un premier temps, pour faire le tri, bah, tu vas te baser sur les diplômes, ceux qui ont le niveau requis par rapport à ce poste. Donc, soit tu te dis bac plus 3 ou bac plus 5, c'est pas, bac plus 3. Donc, ceux qui ont bac plus 3 en marketing, je les cherche. Le monde va faire Déjà, même, CV, c'est quand on voit les offres d'emploi, c'est déjà précis. lettre de motivation, machin, 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 on envoie là-dessus. Il y aura aussi ceux qui vont écrire des lettres de motivation de 2 phrases dans le lot. Donc, tout le monde va envoyer. Du Ouais. coup, tu vas trier. Tu vas prendre ceux qui ont le diplôme. D'abord. Et quand tu les prends, tu te rassures que ça veut dire que celui-ci, il a fait la formation dans le domaine. Mais ce n'est pas tout. Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas vérifier si, au-delà de la formation, il maîtrise le domaine. Est-ce qu'il sait faire? Et c'est à ce niveau qu'on va à l'entretien. On pose des questions, on soumet le candidat à un certain nombre de choses pour vérifier s'il a les compétences. Donc, à la fin, tu es sûr d'avoir quelqu'un qui a fait la formation dans le domaine et en plus de ça, il a la compétence, il sait faire. Ok. Maintenant, prenons, là on parle de compétences et tout ça. Euh, bon, c'est toujours dans le sens de la compétence, hein. Comment dire? Il y a des gens, c'est pas comment dire, mais il y a des gens, voilà, la passion en fait, la passion. Parce que lors des recrutements, oui, enfin, on connaît tous la ref, hein. On travaille, c'est pour l'argent, donc on fait tout pour qu'on nous prenne. Mais On fait on comment? fait tout pour qu'on nous prenne. Mais c'est vrai. En tout cas, c'est vrai. Tout c'est-à-dire. Non, mais c'est-à-dire, on se met 631, même si habituellement on n'est pas Ok. comme ça.
Enfin, tout ce qu'il faut faire. Tu vois un peu tout, tout. Enfin, les gens sont prêts à tout pour le travail parce que, enfin, ce qui va rentrer après, c'est assez conséquent. Ou bien peut-être, ça. C'est-à-dire que peut-être en vrai, il n'a pas la compétence, mais il a vraiment fait des nuits blanches, il Oui, a oui, bossé pour oui, réussir oui, l'entretien. oui, oui. Et ça aussi, D'accord? c'est présent, quasi présent. Oui. Et maintenant, où est-ce que je vais en venir? Dans le sens où euh, il y a des gens qui ont réellement cette passion en fait, pour leur travail. Déjà, ils ont le diplôme, ils ont les compétences, Hmm. ils ont cette passion. Mais force est de constater que des fois, on prend les gens qui sont là que pour le travail. Bon, c'est pas comment expliquer. Il y a ceux qui sont là parce le travail les passionne et peut-être l'argent, ça va leur servir. Mais il y en a qui sont là, c'est que pour l'argent. Comment savoir, en fait, comment savoir différencier, en fait, ces deux types de personnalités? Ouais, en vrai, pour un bon processus de recrutement, il y a des tests qui se font. Et quand je te dis les gens se forment, c'est que les gens se forment réellement. Mais C'est-à-dire, non, tu peux me voir aujourd'hui, certes, j'ai les diplômes, peut-être j'ai pas les compétences parce que peut-être j'ai pas vraiment la maîtrise, mais je, tu veux continuer un test psychologique? C'est ce que tu veux dire? oui, Mais non. Si le test est bien passé dans les bonnes conditions qu'il faut, avec un vrai psychologue qui s'est formé, non, non, moi, je suis pas il va pas convaincu. s'en Je suis pas sortir. convaincu. On va le découvrir. On saura que, à moins que lors du processus de recrutement, euh, ça ne s'est pas bien passé et il a, il a fait fuir aux gens. Il est parti. Non, ça, là, ça se fait. Il y a toujours ça. Il y a toujours. En fait, Moi, je pensais qu'il pourquoi, voulait. pourquoi je dis ça? Parce que, force est de remarquer, en fait, en tout cas, c'est un constat personnel, hein, c'est peut-être ça va affecter certains, mais quand on va dans les entreprises pour des services, c'est comme les gens, ils sont là, c'est comme le travail, c'est un fardeau. On les découpe pour on Voilà. doit, quoi. Alors que c'est moi, je viens pour vous donner, en fait, de l'argent. Donc, je demande à ce que le service me soit rendu. Mais, Nani, Wadiki, genre, c'est comme on vient déranger leur temps, alors que je suis là, en fait, pour que vous me servez. C'est ça. Et je suis censé être le roi, même si c'est pas dit comme ça. C'est pourquoi, Mais généralement, quand je dis ça, dans. c'est parce que les entreprises, comment ils arrivent à passer à côté des gens qui peut-être ont cette passion pour travailler, pour recruter des gens comme ça? Oui, c'est ça. Et malheureusement, hein, malheureusement. Et c'est pourquoi, dans beaucoup de nos recommandations, dans les interventions en entreprise, et on mise beaucoup plus sur le recrutement. C'est-à-dire que quand une entreprise rate le recrutement, ok, et vous allez payer ça à vie, hein. Et le prêt des gens. Bon, aussi longtemps que cette personne sera dans l'entreprise. Parce qu'un recrutement mal fait, c'est un travailleur qui ne devait pas être à ce poste que vous avez mis là-bas. Et il devient l'élément qui va gangréner dans l'entreprise. Ça a été toujours comme ça. Voilà pourquoi il faut faire très attention au recrutement. Malheureusement, malheureusement et malheureusement, parfois, vous faites des propositions. Ok, voilà les personnes qui sont bonnes au vu du travail que nous avons fait. Mais, comme c'est le patron de l'entreprise qui va décider, il prend celui qui ne lui plaît pas la tête. C'est vraiment délicat, hein, comme Vous tu as dit. voyez? C'est vraiment délicat. Malheureusement. Délicat, c'est délicat. Maintenant, quand il y a des travailleurs parfois qui manifestent ces comportements de démotivation dans les entreprises, ça peut ne pas être forcément lié au fait que la personne n'a pas la passion. Il y a beaucoup de choses. Prenez par exemple une dame, secrétaire, ok, qui dans la semaine, peut-être dans son environnement de travail, elle a un contrat à durée déterminée. Et en plus de ça, à la maison, ça ne va pas. Peut-être, elle vient d'apprendre que son mari a épousé encore
une troisième fille dehors et on l'a annoncé ça. En ce moment, elle est enceinte du fameux mari. Il n'y a pas l'argent pour payer le loyer. La maisonnière est venue déposer le préavis pour libérer la chambre. On a renvoyé l'enfant de l'école pour écolage. Le monsieur, le fameux mari, c'est un alcoolique qui s'est retrouvé quelque part dehors en train de boire correctement. Il y a un terme. Vous êtes sûr que la dame là, au boulot, elle aura son corps dans son assiette et recevoir les clients comme il faut? Il y a un terme qui se dit souvent que quand l'entreprise te recrute, peu importe ce par quoi tu passes, l'entreprise veut que tu sois rentable. Oui. Peu importe tes situations. Oui. Ah ben, tu es humain. Non, Tu es humain. moi, je ne fais que dire, en fait. Oui. En fait, je sais là où tu veux en venir. C'est pour dire que les problèmes de la maison doivent rester à la maison. Voilà. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est- Vouloir mettre les travailleurs dans cette posture, c'est créer des loups vêtus de peau d'agneau au boulot qui vont vous dévorer. Et ça va commencer par les travailleurs et après tout, envers les clients. Après tout, chaque être humain a une dimension, enfin, on a une dimension humaine qui est là, qui fait que quand ça ne va pas à la maison, c'est que ça ne va pas. On ne peut pas oublier ça et être au boulot tranquille comme il le faut. On ne peut pas avoir la joie de vivre qu'il faut au boulot. Donc, c'est pour dire que parfois, le fait que certains travailleurs ne soient pas motivés ou soient nonchalants, ce n'est pas lié au fait qu'il est incompétent, mais peut-être qu'il traverse une situation. Ça peut être personnel. Ça, c'est juste un exemple que je viens de donner. Ça peut être lié à une situation personnelle que la personne vit à la maison. Et il n'a pas encore une solution pour ça. Ça peut être lié à une situation au boulot. Un DG qui l'harcèle tout le temps. Ça devient compliqué. Ouais. La dame ne peut plus amener des rapports dans le bureau de son patron. Parce que si elle fait l'effort de rentrer dans ce bureau, ce qui va se passer, c'est la cata. Du coup, elle a entassé les rapports sur sa table, comme ça. Et elle tient la tête. Le client arrive, le client pose 3 questions, la dame ne sait pas si on a posé des questions. Mais des fois même. Et le client s'énerve, nous corps l'idiot, parce qu'elle vient de descendre du bureau de son patron où le pire voulait se passer. Elle n'a pas la tête. Et c'est normal. Et si, malheur à elle, le client est impulsif, oh, alors que c'est compliqué. Donc, il y a de ces choses aussi qui amènent certains travailleurs à, euh, à présenter certains comportements qu'on peut juger voilà, de quelqu'un qui est démotivé ou qui n'est pas compétent. C'est possible, ça peut arriver. D'accord. On parle de démotivation et tout ça. J'ai déjà entendu ce terme. Quand on dit burn-out. Ouais. Burn-out. Épuisement professionnel et tout ça. Vous l'avez déjà évoqué au début. Un burn-out et tout ça. Ouais. Déjà, bon, très simple. C'est quoi le burn-out? Alors, Et comment est-ce que ça se manifeste? Et quand on dit comment ça se manifeste, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut. C'est-à-dire, moi, je suis dans un environnement professionnel. Comment savoir si je souffre vraiment du burn-out? Et comment s'en sortir, en fait?
Alors, le burn-out, c'est un terme anglicisé. Anglais. Oui, enfin anglophone, Ok. quoi. Ouais. Et qui en français signifie épuisement professionnel. Donc, de manière simple, c'est ça, épuisement professionnel. Quand on est épuisé, quand voilà, le travailleur n'a plus de ressources pour gérer les situations compliquées, on dit voilà, il est out, quoi, le burn out. Alors, euh, c'est la suite d'un stress chronique qui crée le burn-out. Un travailleur va faire un burn-out quand il a longtemps baigné dans un stress. Et il y a plusieurs choses qui peuvent amener un travailleur à faire un stress. Instabilité au boulot, la précarité, la peur du lendemain, un management qui est basé sur la peur, les collègues qui peuvent te saboter à tout moment, une mauvaise organisation, les ordres qui sont contradictoires, le clientélisme, c'est-à-dire on prend les gens par intérêt ou par affinité, non par compétence. Et vous qui êtes là peut-être il y a de cela 2 ou 3 ans, vous êtes compétent, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. On recrute d'autres personnes qui sont au bas niveau que vous, mais qu'on va mettre au-dessus de vous. Vous imaginez Ouais, ouais. ce que ça peut créer? Genre, C'est comme si on vous insulte sans vous le dire. Donc, il y a tous ces éléments qui peuvent faire qu'un travailleur sera stressé. Vous avez fait 10 ans dans une entreprise avec toute la compétence que vous avez et l'expertise que vous avez. Et un beau matin, l'entreprise recrute un jeune qui a la licence. Peut-être vous, vous êtes à 700 000 et on amène ce jeune. On dit que c'est lui qui sera votre chef et on le paie à 2 millions. Et puis, le jeune n'a pas les compétences que vous avez et on vous demande de le former. ça, c'est compliqué, hein? Déjà à ce niveau, vous allez vivre un sentiment de non-reconnaissance envers votre personne. Et quand les travailleurs n'ont pas la reconnaissance, ils sont stressés. Tout le monde veut savoir que ce que j'apporte à l'entreprise a de la valeur. Tout le monde veut savoir que je suis utile pour l'entreprise. Mais quand on fait des choses pour vous montrer que vous n'êtes pas utile, c'est comme on vous dévalorise. On le déaounami à maman. Et c'est triste, mais c'est dans ça, hein. Donc voilà quelques éléments qui peuvent amener les travailleurs à faire le stress, à vivre le stress dans l'entreprise. Vous êtes là pendant 10 ans, aucun plan de carrière. Ok. Vous ne savez même pas si demain vous serez tel ou tel. Le même poste que vous avez occupé, c'est ça que vous occupez jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le salaire n'a pas changé. Rien n'a changé. Le bureau n'a pas changé. La table n'a pas changé. La chaise n'a pas changé. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Rien n'a changé. Même salaire, même chaise, même table, même bureau, Des fois, même même uniforme. poste. Rien n'a changé. Même l'ampoule. Oui, Ah sérieusement, oui. rien n'a changé. Oh, on n'a même pas changé le décor du bureau. Et vous travaillez sur les mêmes choses. Quand vous faites des doléances, vous dites il faut qu'on améliore. On vous dit si vous ne voulez pas, partez. Vous voyez des choses comme ça. Donc, ça fait que le travailleur, il va faire forcément un stress. Il sera là, mais il ne sera pas là. Et nous allons appeler ça le présentéisme. Il est présent, hein, mais il n'est pas là. Il postule à des offres. Il va utiliser votre ordinateur pour postuler correctement. On va imprimer son set. Oui, il va bien postuler aux heures de travail. Parce qu'il cherche ailleurs. Il cherche mieux ailleurs. Vous voyez, ce sont des petits éléments qui peuvent amener les travailleurs à faire un stress. Et quand ça dure longtemps, ça peut créer maintenant le burn-out. Et le burn-out se manifeste par 3 choses.
premier élément, l'épuisement émotionnel. C'est-à-dire que la personne ne ressent plus d'émotion, quoi. Émotion, elle est que à la place de la colère, lui, il peut rire. À la place du rire, il peut se mettre en colère. Le bouton de l'émotion est cassé. Vous voyez? Vous avez une fois vu quelqu'un comme ça? Vous êtes là, bonjour, bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, et puis il fonce la mine. Ouais. Non, mais si j'en risque, parce que j'en vois tellement. J'en vois Ça, c'est tellement. l'épuisement émotionnel. Ou bien la personne fait des sauts d'humeur. Tout de suite, vous êtes en train de rire, et mine de rien, il se fâche. Ça, c'est l'épuisement émotionnel, ça. La fonction de l'émotion chez lui ne travaille plus. Et il y a plein de gens qui sont là. Quelqu'un qui fait ça, il faut se dire attention. Donc, c'est le premier signe, bien la première manifestation du burn-out chez un travailleur. Il est là. Deuxième chose, la déshumanisation. La déshumanisation, c'est le fait de ne plus voir l'autre comme un humain. Ah, mais elle est déshumanisée, quoi. L'humanisme n'est plus en lui. Donc, ce qui fait que il va se comporter envers les collègues comme il y a béton. Ah, ça, je pense que ça, c'est le cas extrême. Vous voyez? C'est le cas extrême. Parce que... Donc, c'est le genre de personne qui va vous insulter même. Il vous prend comme des choses. Il ne vous considère plus comme humain. Donc, il y a la déshumanisation qui suit l'épuisement émotionnel. On peut même venir annoncer que oh, tel collègue a eu tel problème. Oh, ok. Ils sont fous. Oh, on va sortir, s'enjailler, on va faire un team building, on va aller manger, rire aux éclats. Oh, lui, ça ne lui dit rien. La vie sociale n'a plus de sens pour lui. Et retenez bien, certains malades à ce niveau, ils essaient de camoufler ça avec le boulot. Il va tellement s'accrocher au travail que pour dire que c'est parce que lui il est très travailleur que c'est faux. Il n'a pas travaillé plus que tout bon. C'est faux. C'est faux. Il va se cacher sur le travail. Il peut même rester là-bas jusqu'à 22 heures. Oh, c'est le boulot, il y a le travail ici. Il y a tellement de boulot. C'est quel travail lui fait comme ça? Et parfois, ce sont des gens aussi qui fuient des problèmes. Ça peut être à la maison aussi. Voilà, quand ça ne va pas. Il va fuir la maison, il reste au boulot longtemps. Déjà à 6 heures, il est au boulot. Il y a 5 heures même, vous allez le trouver. Alors, dans la vie. Il fuit un problème en fait. Il est en train de fuir un problème. Il essaie de voiler quelque chose sous la couverture du travail. Non, mon bagnant. C'est la deuxième chose. Et troisième chose du burn-out, c'est le sentiment de non-accomplissement personnel. Un travailleur qui fait le burn-out, à un moment donné, il va commencer par ne plus se valoriser. Il va croire que je ne suis pas compétent. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne peux pas. Il y aura une baisse d'estime de soi qui va s'en suivre normalement. Et une baisse de confiance en soi. Il va se dévaloriser. Il est out, quoi. Oui. Et c'est la fin. Mais non, comment ça se fait? Déjà, vous avez Non. ignoré. Mais en vrai, Est-ce qu'il y a une porte de sortie quand même? la question est mal posée. Il ne faut même pas chercher à rentrer dedans.
Tu fais un burn-out. Oui, des fois. Oui, Tu fais un burn-out et tu veux sortir de ce burn-out. Non. Il faut éviter de rentrer dans le burn-out. Il faut éviter de rentrer dans le burn-out. maintenant, dans le cas où c'est déjà inévitable, ils sont déjà dedans. Et pourquoi? Donner des astuces pour s'en sortir? Ou bien, La meilleure des choses, c'est d'éviter le burn-out. Ouais. Il faut éviter le burn-out. Surtout dans nos contextes ici. Il faut éviter le burn-out. Déjà, vous avez combien de psychologues, combien d'entreprises ont des psychologues qui vont prendre soin des travailleurs qui vont faire un burn-out? Quand on est en Afrique, Yes. il faut éviter le burn-out. C'est la chanson. C'est la Oui, chanson. quand on est en Afrique, il faut éviter le burn-out. Il ne faut pas faire un burn-out. Bon. Tu vas d'abord. L'employeur a du mal à te payer. C'est lui qui va dépenser pour toi, va prendre soin de toi. Tu vas aller te faire soigner, le lendemain on change, Même si c'est, on te remplace, même si on c'est, recrute une autre personne. même si c'est inévitable, supposons, que tu es déjà dedans. Est-ce qu'il faut démissionner? Tu veux faire burn-out? Non, mais genre, non, c'est une question. Non, mais il y a quand même des astuces, il y a des techniques. Certainement, en parlant, certains Beaucoup. vont se retrouver, ou bien je Même suis moi, en train de faire... moi, je me suis perdu un peu. Allô, burn-out Emlewa. Ouais, moi, je me suis perdu, mais Allô, attends, mais burn-out Emlewa. C'est possible. Et il y a un test pour ça. Et faut pas paniquer, il ne faut pas se dire peut-être je fais un burn-out. Non, il faut consulter un psychologue du travail. On te fait le test pour vérifier si tu fais vraiment un burn-out et à quel niveau. Ou bien tu es au niveau primaire, voilà, secondaire ou tertiaire. ok. Mais la solution pour quelqu'un qui fait vraiment un burn-out, c'est de l'isoler du lieu de travail pour un traitement. Il faut isoler la personne. Et là, on fait un diagnostic dans l'entreprise, ce que nous allons appeler l'évaluation des risques psychosociaux. L'évaluation des risques psychosociaux. Quelles sont les choses liées à cette entreprise-là qui constituent des risques pour entraîner le burn-out chez les gens? Et on va éliminer ces risques-là. Wow. Il y a des chaises même qui vont donner des troubles musculo-squelettiques aux travailleurs. Parce que la chaise n'est pas en bon état. La table n'est pas bonne. L'ordinateur qui fait un bruit comme un titan. Et quelqu'un va rester dans ça pendant 28 heures de travail par jour. Fois 7, un mois, un an, 2 ans, 3 ans. Wow. Mais il subit ça, mais le salaire est maigre. À la maison, c'est compliqué. Il va forcément faire un burn-out. Peut-être sa moto même est gâtée. Il a du mal à payer le loyer. Il y a des enfants qui vont à l'école. Ouais, tellement de charges. Donc, et quand il vient encore au boulot, c'est encore compliqué. L'outil de travail n'est pas bon. Le bureau est sale. Et en plus de ça, il y a des collègues toxiques qui lui veulent du mal. Ça, c'est la totale. Non, mais Vous imaginez? c'est Et c'est inadmissible. ça qui fait que vous allez voir, et t'as les boum. Alors, il les deux qui ouais, c'est compliqué. Mais quand les gens ne savent pas que ça peut être lié à un burn-out, ils attribuent ça à d'autres choses. Ils attribuent ça à d'autres choses. Donc, il faut sortir la personne du lieu de travail et faire un traitement adéquat D'accord. avec un psychologue du travail.
D'accord. Maintenant, pour l'éviter, d'abord pour soi-même, il faut, il faut prendre soin de soi. Il faut faire du sport. Il faut bien manger. Il faut bien dormir. Il faut rire aussi beaucoup. C'est important. Il y a des gens qui ne rient pas. Oui, comment tu peux passer toute une journée sans rire? Non, mais C'est pas bien. il y a des gens hein, qui sont Non, vraiment c'est pas bon. strictement professionnels. Non, Je vais au boulot, je ne ris pas et je non. rentre après. Il faut rire. Bon, ça, je pense que ça va faire un sujet à Oui. débattre. Il faut rire. Il faut, il faut savoir aussi dire non. C'est ça aussi le problème de certains travailleurs. Tellement on leur confie des tâches que, mais y'a la ouais, mais y'a la ouais. Tu n'es pas un titan. Même les titans parfois sont surchargés. Il faut dire non, je ne peux pas. Mais dans le respect, le choix de partenaire aussi est très important. Est-ce que ça peut impacter sur le domaine Bien sûr. professionnel? Imaginez vous traîner avec un ou une partenaire qui va tout le temps être toxique à la maison. Ouais, Le ouais, boulot, ouais, vous n'allez pas ouais. pouvoir être au top au boulot. Et les psychologues du travail de l'université de Lomé, ils ont fait une recherche scientifique à ce sujet Ah ouais, pour voir entre les travailleurs qui arrivent à bien travailler, qui ont un bon état au boulot, comment est leur environnement privé, c'est-à-dire leur vie privée. Entre les travailleurs qui ont généralement des soucis, des problèmes, comment est leur environnement privé? Au bout du compte, on a trouvé que 97% des travailleurs qui arrivent à avoir un état de bien-être au travail, contents, joyeux, motivés, leur environnement privé aussi est bon. oh, ils sont célibataires. Soit, bon, il y a des célibataires aussi qui n'ont pas d'environnement privé facile. Hein. Oui, oui. C'est pas parce qu'il est célibataire que c'est toujours facile pour lui. Donc, ça voudrait dire que ils ont un partenaire compréhensif, où la relation n'est pas toxique, où tout va bien, ou du moins s'ils arrivent à se comprendre, à communiquer, à être tranquille. Bref, leur environnement privé est sain. Mais les travailleurs qui ont généralement des difficultés au boulot, qui craquent rapidement, qui ont un état de mal-être, on a remarqué que dans leur environnement privé, c'est toxique. Hum. Vous voyez? Oui, je vois. Voilà pourquoi je dis, il faut aussi savoir construire son environnement privé. Parce que ça a de l'impact La vie sur professionnelle. la vie professionnelle et la santé mentale du travailleur. D'accord. Et maintenant, bon, déjà, merci pour ces partages et tout ça. Merci. Bon, vous avez dit un peu ce que vous êtes, ce que vous faites, et on a eu à parler de beaucoup de choses. Et si quelqu'un souhaite, par exemple, se mettre en contact avec vous, c'est juste comment ça se fait? C'est-à-dire, bon, déjà, vous avez dit que vous êtes blogueur, Oui, mon mon psychomag et tout ça. psychomag, nous avons un blog à ce sujet qui a pour justement objectif de sensibiliser la population sur les questions de psychologie. Chez nous, comme on avait planté le décor, psychologie c'est maladie mentale, Oui, 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 oui. ce qu'on vient de dire. Est-ce que ça a Non, ça n'a rien à voir. un rapport avec la maladie? Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de rapport. Voilà. Donc, nous avons un blog pour sensibiliser, éduquer les gens, partager l'information. On s'est dit, bah, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Pourquoi ne pas mettre en place un blog sensibiliser, partager l'information autour de ça? C'est ce qu'on a fait. Et à travers ce blog, les gens peuvent également prendre des rendez-vous. Et, et nous avons un réseau de psychologues du Togo, d'Afrique et du monde entier Qui sont disponibles. connectés à mon psychomag. Oui,
Ok. qui sont connectés à mon psychomag. Et par rapport aux problématiques qui sont exposées à travers la prise de rendez-vous, selon chaque spécialiste, on réfère les, les demandes aux spécialistes en fonction. Donc, D'accord. le blog est accessible. Vous tapez juste monpsychomag.com, www.monpsychomag.com, vous avez accès au blog, la prise de rendez-vous. Ouais. D'accord. Ok. Bon, pour finir, tout à l'heure, on discutait récemment, on m'avait parlé un peu du projet Rendez-vous avec mon psychomag. C'est quelque chose que vous avez mis en place, que vous faites chaque année. Je voudrais quand même que vous en parlez un peu. Qu'est-ce que c'est? Et comment prendre rendez-vous et tout ça. D'accord. Les rendez-vous avec mon psychomag ou les rencontres Les rencontres. mon Ouais, psychomag, et nous avons fait la première édition l'année passée, ouais. en septembre, et ça a porté sur les blessures émotionnelles. Donc, on s'est dit, le public qui nous a suivis jusqu'à ce niveau est derrière nous. Et donc, on peut sortir du virtuel et les rencontrer, échanger avec eux. Voilà, ils vont nous connaître. On a fait un bout de temps sur Internet. Voilà, les gens nous suivent de partout. Donc, on s'est dit, on va aller en physique, les rencontrer et tout. Donc, on a fait la première édition en septembre. C'était l'acte 1 des rencontres MPM et c'était plutôt bien intéressant. Et actuellement, nous sommes en préparatif pour la deuxième rencontre. Et là, ça va porter sur l'orientation professionnelle, aider les gens à se découvrir à travers des outils, des exercices de découverte de soi Oui, oui. basés sur la psychologie du travail et des tests de personnalité aussi pour les aider à se connaître et savoir comment est-ce qu'ils peuvent s'orienter, vers quoi ils peuvent aller, etc., etc. D'accord. Donc, ça sera, excusez-moi, ça sera une rencontre à ce sujet-là. Il y aura des professionnels qui seront là. Ça sera également un cadre de réseautage. Et voilà, nous espérons vivement que beaucoup de personnes vont participer. Déjà, vous Et y êtes conviés. ouais, Vous pouvez déjà faire la réservation. Je vais mettre l'affiche sur la vidéo. Vous pouvez déjà faire la réservation. Pourquoi pas? Qui ne risque rien à rien. Enfin, toujours la quête d'une meilleure personnalité de soi et c'est ça. d'un meilleur futur, quoi. Alors, il y a une dernière chose. Actuellement, nous sommes dans les périodes où, enfin, les gens qui veulent aller à 6 000, les gens qui veulent devenir Et tu, 6 000, et tu en es là. les gens qui veulent voyager, tout ça là, ils sont à la recherche de cabinets, d'endroits, enfin, d'un canal Ouais. qui va les aider à voyager. Bon, je pense que on a aussi eu à parler de ça, de GoSmart, qui est un projet que vous menez aussi. Vous menez vraiment beaucoup de projets, vous seul. Ah, Mais vous voyez des jeunes qui ont de l'ambition et puis qui mettent les moyens pour. C'est de ça on a besoin dans nos sociétés aujourd'hui. Et c'est à, vous en faites et partie. c'est et c'est à féliciter en tout cas. Merci. Et bon, vous pouvez nous parler un peu de GoSmart. Qu'est-ce que c'est? Alors, Go Smart Mobility, comme déjà le nom le dit, Go Smart Mobility, c'est aider les jeunes qui ont pour ambition euh, de voyager pour leur étude. Et nous avons remarqué que beaucoup de personnes aujourd'hui nourrissent le rêve d'aller étudier à l'étranger, mais ils ne tombent pas sur les bonnes personnes. Ils tombent sur des gens qui vont leur retirer des sous, ils ne vont pas faire le travail, et bref, des gens qui vont les arnaquer. Alors, nous avons pensé mettre en place GoSmart Mobility pour faciliter la procédure d'études à l'étranger pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui nourrissent l'ambition de voyager. Et nous avons déjà accompagné plusieurs étudiants qui sont actuellement dans la réalisation de leurs projets d'études, que ce soit en France, au Canada ou en Belgique. Et voilà, ce n'est que ça. Donc, s'il y a des gens qui nous suivent et qui aimeraient aussi faire la procédure, nos portes sont ouvertes, nous sommes disponibles. Donc, Cosmart Mobility, c'est ça. D'accord. Merci, Monsieur Kevin, pour Merci. ce beau partage C'était et un ces plaisir. échanges. C'était un Merci, même plaisir. s'il a fait un peu chaud. Ouais. Merci quand même, merci. Déjà, merci à vous qui nous avez regardé, qui nous avez suivis jusque-là.
Je rappelle que vous aussi, vous avez la possibilité de passer dans notre émission. Pourquoi pas? Un échange, une discussion, pourquoi pas? Pour ça, c'est très simple. Écrivez-nous juste dans le mail mentionné dans la barre de description et ensemble, on va en discuter d'une éventuelle rencontre et voilà, pour que vous passiez dans l'émission. Déjà, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si tu n'es pas encore abonné, je rappelle, tu peux toujours t'abonner, laisser un commentaire, ton avis dans les commentaires et nous y répondrons. À très bientôt et merci. Bye.